quelle nationalité? Elle écrit en français, mais elle est d'origine néerlandaise, je pense. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde est en train de tout oublier. Et c'est un livre sur l'oubli. Et c'est très très beau, tu vois, le film magnifique. Augustin Trapenard, bonjour. Bonjour Adèle. Augustin, vous êtes normalien, agrégé d'anglais, vous avez enseigné la littérature anglaise et américaine. Vous êtes depuis près de 25 ans celui qui donne envie aux Françaises et aux Français de se nourrir de culture et plus précisément de littérature, en passant par Boomerang sur France Inter, Le Grand Journal et 21 cm sur Canal+. Aujourd'hui, vous êtes sur la plateforme Brutix et vous représentez La Grande Librairie, une émission littéraire unique où vous recevez les plus grands noms de la littérature. Pour parfaire votre engagement de passeur de livres, vous êtes parrain de Bibliothèques sans frontières. Mais vous, Augustin Trapenard, qu'est-ce que vous procure la lecture ? Ce qui est certain, c'est que j'étais un enfant très différent et que la lecture, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai appris à lire vers l'âge de 5 ou 6 ans avec les lettres de Scrabble que ma grand-mère arrangeait à l'époque dans les familles comme celle dont je viens, c'est les grands-parents qui apprenaient à lire avec des lettres de Scrabble. Ça a été mon cas. Ça m'a permis en tout cas de m'intégrer. C'est-à-dire que j'étais un enfant un peu différent et c'est vrai que la littérature m'a ouvert des mondes, des temps, des identités auxquelles j'avais pas forcément accès. Et ça a été merveilleux, ça m'a permis depuis la marge d'aller vers le centre. Parmi ces 3 livres, donc La promesse de l'aube de Romain Gary, La place d'Annie Ernaux ou Vipère au point d'Hervé Bazin, quel livre choisiriez-vous spontanément et pourquoi ce choix ? Alors là, c'est une belle question. Je pense que je choisirais Vipère au point parce que c'est un texte qui m'a beaucoup marqué petit. C'est une lecture de préadolescence en fait, et ce sont des livres qui nous marquent éternellement pour ce personnage effectivement de mère absolument épouvantable. Je pense que j'ai pu construire aussi mon image de la maternité par rapport à ces contre-modèles, et notamment par rapport au contre-modèle de Vipère au point. Peut-être pour essayer de trouver petit à petit de l'amour dans ce qui peut paraître assez monstrueux. Il y a quelque chose de monstrueux toujours dans la maternité. C'est un texte qui m'a beaucoup marqué et que je n'ai pas relu depuis longtemps. Et c'est d'autant plus intéressant qu'Hervé Bazin est sans doute un type d'écrivain qui dans la vie ne correspond absolument pas aux personnes que je pourrais fréquenter. Et c'est aussi ça la beauté de la littérature. C'est aussi se confronter à des êtres qui pensent différemment de soi. Et c'est se forcer sans cesse à penser contre soi-même. C'est merveilleux de se dire que dans la bibliothèque qui est la mienne, où il y a des milliers de livres, il y en a très peu avec qui je suis entièrement d'accord. Et ça, je trouve ça merveilleux parce qu'en fait, c'est sans cesse une façon de se confronter, de se contredire, et c'est ça, de faire en sorte de penser autrement. Moi, je pense que c'est important. Le jour où j'aurais perdu cette curiosité, j'arrêterais de lire. Merci pour cette dernière réponse. Augustin Trapenard, vous avez bercé notre adolescence, égayé nos petits déjeuners quand nous avions la chance de ne pas avoir cours à 8h, et de pouvoir écouter sur France Inter vos mots justes, votre voix aux accents rieurs ou émus et émouvants, votre culture débordante, un panel d'interviews vertigineux, une bibliothèque de rêves, un dynamisme contagieux. Nous sommes aujourd'hui 3 étudiantes âgées de 21 ans. Quel livre feriez-vous lire à votre vous de 21 ans ? Quand j'avais 21 ans, je lisais déjà beaucoup. Depuis que je suis tout petit, j'ai décidé que la littérature serait, comme je vous le disais, une porte de sortie, quelque part, des lieux où je me trouvais, des espaces marginaux dans lesquels je me trouvais. Donc je lisais déjà beaucoup. Là où vous avez raison, et là où c'est très intéressant, c'est que je pense que je n'avais pas accès à tous les livres que j'ai pu lire depuis. Et il m'arrive parfois de tomber sur un livre et de me dire qu'est-ce que j'aurais aimé lire à cette époque-là, parce qu'il m'apporte typiquement un modèle, une aventure, un espace que j'aurais aimé connaître à ce moment-là. Je crois que j'ai toujours été extrêmement anxieux, et je le suis encore aujourd'hui. Mais en particulier à l'âge de 21 ans, j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise « tout va bien se passer, ça va aller ». J'ai lu un livre qui s'appelle Martin Eden, qui est un livre très important de Jack London pour moi, très tard, vers l'âge de 30 ans. Et je pense que si j'avais lu ce livre, qui est l'histoire d'un marin de San Francisco qui part de rien et qui finit, à force de travail, d'épreuves inouïes, à accomplir son rêve, c'est-à-dire à devenir écrivain, pour finalement l'abandonner et partir en mer, je ne vous raconte pas la fin. Si j'avais lu ce livre un peu plus jeune, je pense que j'aurais eu
un autre rapport à l'ambition, un autre rapport au futur. Et c'est un livre qui m'a beaucoup appris, que je conseille encore beaucoup aujourd'hui. C'est un livre qui a un peu changé ma vie. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Je vous le dirai peut-être au cours de cet entretien, les miens. En tout cas, celui-là, si j'avais pu le lire un peu plus tôt, je pense que je serais devenu quelqu'un d'autre et peut-être possiblement quelqu'un de meilleur. Quelle belle source d'inspiration. Et nous nous destinons tout à faire un métier du droit. Et vous, avez-vous toujours rêvé de faire ce métier de journaliste littéraire? Sinon, quel métier auriez-vous aimé exercer? En fait, Lucie, dans mes rêves les plus fous, j'aurais aimé être joueur de tennis. Pour des raisons assez évidentes, je ne l'ai pas été et c'est beaucoup trop tard aujourd'hui. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis mon très jeune âge, j'ai toujours su que je ferais quelque chose avec la littérature. Parce que c'était devenu une obsession, une sorte de névrose obsessionnelle. Je faisais que lire tout le temps. Et d'ailleurs, c'est une activité qui ne m'a jamais quitté. Je lis toute la journée. J'ai la chance de le faire parce que c'est mon métier, mais je pense que même quand je ne travaille pas, je lis quand même, je lis toujours. J'ai le souvenir par exemple de m'être retrouvé un jour en vacances et j'avais perdu ma valise dans l'avion et je me suis retrouvé sans livre. Et là, je me souviens de mes lectures frénétiques de bouteilles d'eau gazeuse où je lisais en fait les petites notices tellement mon œil avait besoin de lire. Ça relève vraiment de la névrose obsessionnelle. Donc je savais que je ferais quelque chose avec les livres. Et j'aime bien en même temps cette idée de « avec ». Je ne savais pas si j'allais enseigner, si j'allais peut-être possiblement devenir bibliothécaire, comme ma grand-mère le fut, ou alors peut-être libraire, même si j'ai pas un très bon dos, et il faut avoir un bon dos quand on est libraire. Journaliste peut-être, écrire, quand j'étais très jeune, je pense que j'en chérissais secrètement le rêve, plus du tout aujourd'hui par exemple. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'avais besoin des livres pour exister. Donc c'est assez logiquement en fait, que j'ai fait ce métier. Ce qui s'est passé, c'est que je me préparais à devenir enseignant, professeur de littérature. J'ai eu mon agrégation, j'ai commencé une thèse, j'étais à l'école normale sup, et j'ai commencé une thèse que je n'ai pas terminée, tout en me disant que si je mettais l'enseignement de côté, je ne mettais pas les livres de côté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à piger, comme on dit, c'est-à-dire à écrire des petits articles pour la presse écrite. Et petit à petit, j'ai eu de la chance aussi. J'appartiens aussi à une époque où c'était facile d'être journaliste, hein. C'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Il y avait beaucoup de travail, on était très bien payés et tout le monde avait quelque part sa chance. Et donc de fil en aiguille, d'une tribune de presse écrite à une émission de radio qu'on m'a confiée, de chroniqueur à la télévision, au grand journal, jusqu'à détenteur de ma propre émission, que ce soit 21 cm que vous citiez sur Canal+, Le Cercle également pour le cinéma, ou la Grande Librairie aujourd'hui. J'ai fait quand même ce chemin qui est assez logique pour moi. Mais si c'était à refaire, je serais bien joueur de tennis. De nos jours, on a le sentiment qu'un nombre croissant d'hommes et de femmes écrivent des livres autobiographiques, ont quelque chose à raconter ou du moins considèrent avoir quelque chose à raconter sur leur vie, leurs expériences. Mais vous, Augustin Trapenard, avec une maîtrise parfaite, un amour incommensurable des mots, un sens aigu de l'observation et de l'analyse, avez-vous déjà songé à écrire un livre? Et si c'est le cas, sur quoi aimeriez-vous écrire? Alors je vous disais que j'ai pu chérir ce rêve quand j'étais très jeune. Je me souviens d'avoir écrit des poèmes. J'ai vécu aux États-Unis assez longtemps. Je me souviens que j'avais cette idée fixe de faire le tour des États-Unis. Et en fait, j'écrivais un poème par État américain. Et je crois que j'en ai une bonne trentaine de sonnets américains, alors des sonnets complètement déconstruits, que j'ai pu écrire, c'est ça, à la vingtaine. Mais en fait, pour te répondre, Loma, j'ai l'impression quand même qu'au CP, on apprend la différence entre lire et écrire, et que c'est pas exactement la même chose. Et moi, je suis un vrai lecteur, c'est-à-dire que c'est vraiment ma passion, c'est ce qui me rend heureux, c'est ce qui m'emplit, et ce qui me permet d'être aussi qui je suis. Mais pour écrire, il faut avoir cette urgence, cette vocation, ces sacrifices aussi, ce sens du sacrifice, parce que c'est très peu, hein, il y a très peu d'auteurs qui gagnent leur vie. Et puis surtout ce talent. Moi, j'ai pas l'impression de l'avoir. Alors j'ai pu écrire dans mon travail, comme par exemple quand je faisais ces billets que vous citiez sur France Inter tous les matins, ou alors même l'art de l'interview, c'est un art de l'écriture aussi. La radio est un média très écrit, mais pour autant, la création littéraire, je crois que j'ai trop de respect pour ça, pour pouvoir m'y lancer. Alors le problème, c'est que Saint-Germain-des-Prés, qui est l'épicentre de la littérature en France, a toujours pas compris la différence entre lire et écrire qu'on apprend pourtant au CP. C'est-à-dire que tous les journalistes, et moi le premier, ça nous est arrivé d'être contacté par un éditeur. Moi ça m'est arrivé quand j'avais votre âge, je pense, j'étais jeune pigiste, pour me dire « mais vous devriez écrire un livre, Augustin ».
Bah non, en fait, c'est un métier. Et encore une fois, j'ai trop de respect en fait pour ce métier, pour ce que c'est que la littérature. Parce que pour moi, la littérature a eu un sens très fort. Ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a permis, même plus que ça, de vivre. Alors que j'étais très inquiet, très malheureux, très névrosé, très mal en fait, en tant qu'enfant et adolescent. J'ai trop de respect pour cet acte-là, pour pouvoir le commettre à mon tour. Il faudrait que j'ai quelque chose à raconter. Alors après, tu as fait une remarque très intéressante sur la littérature de soi, en fait. La littérature du jeu. Moi, si tu veux, comme mon métier consiste à lire énormément, tous les jours, 6 à 7 heures par jour, je peux te proposer un panorama de la littérature de langue française notamment, et te prouver en fait que non. Si pendant un temps, effectivement, ces littératures du moi ont émergé en France, d'ailleurs historiquement, depuis peut-être... d'ailleurs, c'est une vraie tradition française, hein, depuis Rousseau en réalité. Je crois qu'il y a encore beaucoup de littérature de l'imaginaire en France et qu'on a tendance à pas assez la mettre en avant. Mais que ce soit les grands romanciers de science-fiction, les grands romanciers de ce qu'on appelle nature writing, qui écrivent sur la nature, il y en a également en France. Et puis surtout, ce parti pris du roman, il existe vraiment dans le champ littéraire français. Et je pense qu'il faut le rappeler sans cesse, parce qu'on a toujours ce cliché de les écrivains français n'écrivent que sur leur petite vie. En fait, c'est pas vrai. Et quand bien même ils écriraient sur leur petite vie, parfois les petites vies ont quelque chose de très intéressant. Et donc, ça peut donner des œuvres absolument spectaculaires. Je pense par exemple à l'œuvre de Christine Angot, qui depuis des années, des décennies, écrit somme toute toujours sur le même thème, sur cette expérience radicale qui est survenue, dont elle a été victime, l'inceste commis par son père pendant des années, et qui, livre après livre, si on a l'impression qu'elle écrit sur la même chose, en fait, s'approche d'une vérité. Ça, c'est un projet littéraire que je trouve absolument fascinant. Année après année, essayer de s'approcher de la vérité, pour en saisir que des bribes. Mais petit à petit, peut-être faire changer le monde. Merci beaucoup. Le droit est une grande source d'inspiration pour l'art. Il est sujet de nombreux films, 12 hommes en colère, Autopsie d'un meurtre, Erin Brockovich, La Firme et plus récemment Le procès Goldman, mais aussi de livres, comme vous le savez, L'étranger de Camus, Le procès de Kafka, De sang-froid de Truman Capote. Et vous, Augustin, pouvez-vous nous parler d'un livre concernant le domaine du droit qui a retenu votre attention ? Vous pouvez citer Le procès de Kafka. Non, j'aime bien un livre de Dickens. Donc moi, j'ai fait j'ai fait mes études de littérature anglaise et américaine, j'ai enseigné la littérature anglaise, et il y a un livre que je vous conseille, qui est un livre de Charles Dickens, qui s'appelle Bleak House. Le problème, c'est que je l'ai lu en anglais, donc je ne sais pas sa traduction française, et qui est un livre de procès. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine, moi, toujours. En fait, pourquoi la littérature et les arts se sont beaucoup intéressés au droit, mais notamment parce qu'il se joue dans le moment du procès quelque chose d'à la fois spectaculaire et d'humain, de profondément humain. Et je pense que c'est dans cette théâtralisation de l'humain qu'on peut faire surgir les plus grands moments de littérature. Or, ce texte-là, qui est un texte pratiquement centré sur un procès, Bleak House, est un texte qui m'a profondément marqué. Évidemment, dans les textes que tu cites, Adèle, il y en a énormément qui ont compté, parce que ce sont devenus des classiques aussi. C'est presque devenu une sorte de sous-genre de la littérature. La littérature, on peut appeler ça la littérature de procès, ou plutôt que le droit. Mais moi, je m'intéresse beaucoup à des notions comme celle de la justice, par exemple. Et je pense tout de suite au Juste de Camus, qui est une pièce qui est très importante pour moi, que je relis régulièrement et qui me frappe toujours par son actualité. Merci. Peut-être qu'on y reviendra. Ça m'inspire. Peut-être. Il n'y a pas d'émission littéraire en prime telle que La Grande Librairie. C'est une particularité française et une chance folle. Vous avez succédé à François Buñuel et vous êtes parvenu à donner une dimension personnelle à La Grande Librairie. Ce qui faisait déjà le charme de votre émission de radio Boomerang, un regard sur l'artiste au-delà d'un exercice de promotion, avec votre faculté à faire transparaître la personne de son acte artistique et celle de lier des œuvres, des auteurs ou des autrices les uns les unes avec les autres. Comment expliquez-vous cette particularité française de soigner la littérature au point de lui dédier une émission télévisée sur le service public ? Et selon vous, quels seraient les meilleurs moyens pour aider la littérature à garder une place dans notre existence ? Alors, en réalité, je pense que c'est une grande tradition française au point
que c'en est même devenu une exception mondiale. C'est-à-dire qu'effectivement, si on parle de la grande librairie, il n'existe pas d'autre émission en prime time sur un service public entièrement dédié à la littérature. Vous ne la trouverez pas en Espagne, en Allemagne, en Italie, dans les pays d'Amérique du Sud ou même aux États-Unis, et encore moins en Asie. Et effectivement, le fait que le service public français s'accorde cette mission et la défende perpétuellement, c'est un signe qui révèle effectivement que la littérature a une place importante en France au point de faire partie intégrante de sa culture, mais aussi de ce qui s'exporte de la France. Vous savez, l'industrie culturelle, en fait, elle est monumentale, l'industrie culturelle française. Elle est plus puissante que celle des voitures, mais personne n'en parle. Et dans le monde entier, quand on parle de la France, on parle en réalité de son rayonnement culturel d'abord. Que ce soit celui qui concerne la mode ou celui qui concerne la littérature, ou même la musique, ou le cinéma, évidemment. La France a quand même inventé le cinéma. Enfin, moi, je considère que la France a inventé le cinéma. Donc c'est quand même assez intéressant de prendre toujours ça en compte. En l'occurrence, pour ce qui est de la littérature, les auteurs français s'exportent très bien encore aujourd'hui. On est une nation dont les romans également sont traduits dans le monde entier, y compris en anglais, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres grandes nations littéraires. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai envie de défendre depuis toujours. Il faut bien comprendre que moi, dans la mesure où la littérature m'a sauvé, a non seulement changé ma vie, mais m'a permis de vivre, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une mission et une mission collective. Il n'y a rien de plus beau, je trouve, que de partager quelque chose d'aussi essentiel que cela. Après, effectivement, l'enjeu, c'est que ça perdure, c'est que ça continue. Et nombreuses sont les menaces qui pèsent sur le livre. Le problème, c'est qu'on a tendance toujours à faire des raccourcis et à dire que aujourd'hui on ne lit plus, que les jeunes ne lisent plus. Or, c'est pas vrai. Le succès, par exemple, du hashtag BookTok sur TikTok montre bien, en fait, qu'on est encore et toujours dans des sociétés de lecture. Simplement, il y a toute une partie de la littérature qui a été invisibilisée par les grands médias. Et des réseaux sociaux comme TikTok mettent en avant justement des littératures qu'on a longtemps appelées paralittérature. Je parle des littératures de l'imaginaire dont je parlais tout à l'heure. Le thriller, le manga, la romance, la dark romance sont effectivement des genres qui ne sont pas du tout étudiés, pas du tout critiqués par les médias mainstream. Et pourtant, ils sont très lus et très importants en fait dans la culture de nos jeunesses. Moi, je trouve qu'il faut travailler avec ces réseaux sociaux pour répondre à ta question, en tout cas, c'est mon point de vue, ils existent en fait, c'est-à-dire que c'est la vie de notre jeunesse aujourd'hui. Alors on peut décider qu'il faut les interdire, moi je pense qu'il ne faut rien interdire jamais, c'est le pire moyen pour que ça revienne en force autrement et empire. Mais au contraire, essayer de s'adapter, essayer de travailler avec, c'est une des raisons pour lesquelles moi je me suis inscrit sur TikTok et j'ai essayé justement de faire connaître d'autres livres, les livres que je lisais moi. Alors évidemment je suis vieux par rapport aux jeunes de TikTok, mais en même temps je les fais marrer et souvent ils me répondent et ils sont contents de s'ouvrir à d'autres littératures. Je pense que c'est une question de dialogue perpétuel. Une autre façon, je crois, de défendre la littérature, c'est de défendre nos libraires indépendants. Ça, j'y tiens énormément. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai repris la grande librairie. En fait, défendre la librairie indépendante, non contre les GAFAM, c'est-à-dire contre Amazon notamment, c'est défendre une exception française, là aussi, mais c'est défendre, je crois, une certaine idée de nos centres-villes. Pour celles et ceux qui vivent en ville, justement. Dans quelle ville est-ce que vous avez envie de vivre, en fait ? Une ville sans boulangerie, une ville sans boucherie, une ville sans primeur, une ville sans librairie ? C'est une vraie question. Quand on passe la porte d'une librairie, c'est déjà un acte militant, c'est déjà un acte de résistance à une géographie que moi, personnellement, j'ai pas envie de voir advenir. Donc ça c'est aussi un combat. C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est à la fois une exception française, la littérature, pour répondre à ta question, mais c'est aussi une façon de résister toujours que de la défendre. Parce que les exceptions, même les exceptions, elles peuvent être détruites en fait, elles peuvent s'ensevelir sous la grande culture mainstream, mondialisée. Et moi, je refuse que l'extrême droite ait l'apanage de la nation, par exemple. Moi, je suis très fier d'être français, et pour moi, la France, c'est ça. C'est d'abord ça. C'est d'abord une exception littéraire et qui même me suivent. Nous vous aimons. Quant à nous, c'est récemment que nous avons créé cette chaîne de podcast. Ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la transmission de savoir, de plusieurs horizons, d'expériences, de parcours variés, à travers quelques questions à une personne spécifique. Ouvrir l'esprit du plus grand nombre. Et pour vous, quelle est la clé d'une interview réussie ?
Alors, en tout cas, c'est un métier. Et ça, je pense que vous vous en rendez compte maintenant que vous avez commencé les interviews. Ouais. C'est un métier. Très souvent, moi je me souviens, notamment pour Boomerang, les gens me disaient « Non mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que tu es dans ton salon en train de parler à quelqu'un que tu connais. C'est une interview qui est hyper fluide. Tu fais surgir quelque chose de lui comme si vous vous connaissiez depuis toujours, ce qui n'était évidemment pas le cas, parce que je ne connais pas Jessica Chastain, Barack Obama ou Jodie Foster personnellement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout ce qui paraît facile est le fruit d'un énorme travail. Et je commencerai toujours par ça. C'est-à-dire que ça repose sur énormément de travail. Un peu comme vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui, et je vous en remercie, parce que c'est aussi un honneur que vous me faites. Et c'est important de se souvenir que quand on fait une interview, il ne s'agit pas de se mettre en valeur soi-même, mais de mettre en valeur l'autre, ou du moins de faire surgir quelque chose d'intéressant chez l'autre. Et ça exige effectivement énormément de travail. Ça exige des recherches, ça exige de la rigueur, et ça exige, moi je crois, un petit peu d'originalité et un petit peu de folie. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, moi ce que je fais personnellement, c'est que j'ai toujours une première question, une dernière question dans ma tête, et j'essaye après de jongler, par étapes en fait, de passer d'un point à un autre. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même envie que le téléspectateur ou l'auditeur ait appris quelque chose à la fin de l'entretien. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de papoter et de faire un dialogue entre deux potes où au final on n'apprendrait rien, sinon des choses superficielles. Il y a quand même des points obligés, mais au milieu il y a une tonalité, il y a un ton. Moi je pense qu'une bonne interview, c'est une interview qui ne ressemble pas déjà à celle qu'on a entendue. Moi ma technique c'est de ne pas écouter les interviews des autres. Comme ça c'est beaucoup plus simple. Quand je reçois un écrivain, j'écoute aucune interview. Je ne fais que lire le livre ou alors écouter le disque si c'est un musicien, regarder le film si c'est un acteur ou un réalisateur. Et puis c'est une interview où on se laisse, donc il y a beaucoup de rigueur, de travail, et où on se laisse quand même un petit brin de folie, la possibilité de déraper. Je dirais c'est une interview où il y a un point A de commencement et un point B final, et à l'intérieur c'est le bordel. Voilà. Une bonne méthodologie. Ouais. À la manière de la grande librairie, on a souhaité que vous nous lisiez un texte. Vous avez sélectionné Les Justes de Albert Camus. Nous aimerions entendre votre voix pour clôturer cette interview. C'est une pièce, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a beaucoup compté pour moi. C'est une pièce de 1949 qui a été jouée au Théâtre Héberto et où on trouvait Serge Reggiani et Maria Casares notamment. Donc c'était vraiment une très très grande sortie. Camus est pour moi un immense auteur de théâtre. C'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier, comme si on éclipsait sa littérature au profit de sa philosophie. Alors que moi personnellement, c'est sa littérature que je trouve la plus extraordinaire. En particulier cette pièce qui raconte en 1905 l'attentat commis par un groupe terroriste du Parti socialiste contre le Grand-Duc. Or, ce qui est intéressant, c'est que le héros, dont je vais vous lire un extrait d'un monologue qui s'appelle Kaliaïev, et qu'on appelle Yakev dans la pièce, a essayé de faire cet attentat. Et le problème, c'est qu'au moment de jeter la bombe dans la voiture du Grand-Duc, il a tremblé. Et il n'a pas réussi à jeter la bombe. Pourquoi ? Parce qu'il y avait sa femme et il y avait surtout des enfants. Et donc il revient auprès de ses proches et il essaie d'expliquer pourquoi il n'a pas réussi. Et Kaliaïev dit « Mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi, et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères, je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Si vous le décidez, j'irai tout à l'heure à la sortie du théâtre, mais je me jetterai sous les chevaux. Et je trouve que ce texte dit quelque chose d'extraordinaire sur ce que peut être une justice humaine, en fait. Tuer, commettre un attentat comme un acte de justice, oui, mais à quelles conditions ? À quelles conditions ? C'est une question que se pose perpétuellement le héros, à la condition de tuer des innocents, à la condition de mourir soi-même, de se sacrifier soi-même. Dans quel but ? C'est ce doute que je trouve absolument magnifique chez Camus et qui éclate à mon avis dans ce monologue que je garde vraiment en tête en ce moment. En réalité, pour ne pas vous mentir, j'ai relu Les Justes récemment
Et vous le savez, les tribunes, les images qui nous parviennent sur nos réseaux sociaux, dans le cadre du conflit israélo-palestinien, m'ont troublé comme elles ont troublé toutes et tous. Et de lire ce texte à ce moment-là, ça m'a bouleversé. Et je me suis dit que ce texte n'avait pas pris une ride. Et j'aimerais que tout le monde le lise. Eh bien, on va essayer de faire en sorte. Merci beaucoup, Gustave. C'est moi qui vous remercie, c'était super.